Bonjour, bonsoir, bienvenue sur le plateau de Femmes, le magazine qui donne la parole aux femmes sur tous les sujets qui nous intéressent. Aujourd'hui, nous allons parler de l'île, des côtes de l'île, d'environnement, de préservation de l'environnement, probablement de climat, de danse, de poésie, de plaidoyer artistique et de slam. Vous êtes sur Zitata, restez là. Femmes, 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 femmes. Femme, 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 femme. Voilà, j'ai mes invités qui se mettent en condition et qui ont écouté donc, le générique, ils se sont mis un petit peu à danser. Il y a à ma gauche, ben c'est normal hein, pour celle qui est à ma gauche, hein, Anissa Zapata. Comment ça va, Anissa? Ça va, très bien, ça merci. Ça va bien? Oui, merci d'être là. Je suis contente d'être là, merci de l'invitation. Alors, j'étais un petit peu harcelée. Hein. Ça fait des semaines et des semaines et des semaines. C'était avant Noël et après... Oui, ça fait longtemps qu'on a prévu ce rendez-vous. Ça fait longtemps qu'on a prévu ce rendez-vous. Enfin là. Voilà. Merci beaucoup. Et puis, il y a Lola Cloquel qu'on connaît, qu'on a reçu dans une autre émission. Merci Lola d'être là. Merci Barbara, c'est un vrai plaisir. Oui. Je suis hyper heureuse d'être là et puis entourée avec Anissa. Mais vous me connaissez en fait, c'est-à-dire que c'est vraiment les deux qui faisaient la paire aujourd'hui. Ah ouais, ben on se connaît bien, oui, oui. Très bien. Ouais, quand même. Bon, quand mais même. nos téléspectatrices et téléspectateurs ne vous connaissent pas encore. Lola, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Eh bien, oui, je suis slameuse, autrice et également comédienne. J'écris notamment sur la condition féminine en particulier et j'ai un spectacle qui s'appelle La tribu des Malfinis qui a été créé en coproduction avec Tropicatrium et je travaille donc sur l'oralité et la musique. Je travaille avec des musiciens, en particulier Christophe Césaire, Venn, Bélise et Annick Dantin. Voilà, on montre la tribu des Malfinis. Donc ça, c'était la première étape de la présentation. Ça se passe toujours comme ça. Je mets ma casquette de représentation. Je suis slameuse. Mais elle n'est pas que ça. Et derrière, il y a des petits indices de qui elle est encore. Mais avant, Anissa, qui es-tu? Je me définirais comme danseuse, avant tout, assez proche de l'esthétique contemporaine. C'est quoi l'esthétique contemporaine? Il y a des danses normées qui sont classiques, le jazz. Ah d'accord, de l'esthétique danse contemporaine. Ouais, ah, ok, je croyais que c'était de l'esthétique de danse d'aujourd'hui. Non, okay, non, dans les danses normées, effectivement, je me rapproche plus de la danse contemporaine. Il y a hip-hop, il y a classique, il y a... Alors en France, dans les danses normées, on retrouve le classique, le jazz et le contemporain. D'accord. C'est les trois disciplines dans lesquelles on peut obtenir le diplôme d'État de professeur de danse. Et toi, tu as ce diplôme? Je l'ai dans la catégorie contemporain. Ok. Ouais. Et puis à côté de ça, je suis consultante climat-énergie, donc je travaille sur des projets liés au changement climatique, que ce soit sur l'atténuation ou l'adaptation. On aura peut-être l'occasion de revenir dessus tout à l'heure. Oui, il faut les deux en fait. Voilà. Exactement. Et puis plus généralement, une grande amoureuse de la nature et ça m'inspire dans ma vie professionnelle comme dans ma vie artistique. Ok. Là aussi, c'était sur la première dame. On va continuer peut-être avec toi. Donc tu as fait... l'archipel Seine de Guadeloupe, j'ai vu ça. Oui. Tu as fait Universidad Jesuita de Guadalajara. Oui. ¿Dónde está? Es en México. México, ok. Donc, tu as fait quoi là? Alors, j'ai une formation d'ingénieur et puis j'ai un double master dans une université au Mexique. Mais ingénieur, quoi, toujours dans le développement durable? Non, moi de formation, je suis plutôt dans les sciences industrielles, donc plus autour de la mécanique, mais ça reste un diplôme généraliste. Okay. Et je me suis tout de suite tournée vers l'environnement et plus précisément l'énergie, le domaine de l'énergie, en contexte insulaire. Et puis en parallèle, l'archipel de Guadeloupe, eh bien, c'est là où j'ai passé notamment mon diplôme d'État, puisque c'est au minimum 2 ans, 2 années d'études pour obtenir ce DE de professeur de danse. Et tu es passé par l'ICAM, l'Institut catholique d'arts et métiers. Oui, c'est mon école d'ingénieur. Voilà, c'était ça, ouais, Et tu as grandi où? Alors moi, j'ai grandi à Montpellier jusqu'à mes 18 ans. J'ai fait une partie de mes études à Toulouse, une autre partie au Mexique. Et puis, depuis mes 23 ans, j'ai beaucoup voyagé. La Réunion, et puis je suis arrivée en Martinique en 2011, donc ça fait presque 13 ans maintenant. Et voilà, j'ai évolué beaucoup en Amérique latine aussi. Enfin, je voyage beaucoup en Amérique latine et puis un peu partout. C'est là que vous êtes rencontrés en Amérique latine? Parce que toi, tu as vécu au Chili, non? Ça aurait pu de cœur, peut-être. Oui, j'ai vécu au Chili, absolument. J'ai vécu 1 an là-bas et je faisais des études de sciences politiques et d'anthropologie. Alors, dis-nous, oui, justement, toi, tu es slameuse, mais tu t'es pas
Tu n'es pas née slameuse. Non, absolument pas. Moi, j'ai fait des études, d'abord de littérature, prépa littéraire. Après, j'ai fait Sciences Po. Et en fait, je me destinais plus à travailler dans la culture, dans le domaine culturel. J'ai travaillé ensuite dans tout ce qui est cinéma et télé, etc. Production, en fait. Tu as RCI aussi à un moment, non? Après, plus tard, j'ai fait du journalisme à RCI. Oui. Donc, j'ai fait pas mal de choses. J'ai eu plusieurs casquettes. En fait, je suis hyper curieuse de plein de choses et j'avais besoin de rencontrer le monde de l'intérieur, de ce qui se passait. Et puis après, j'ai continué à travailler dans mon écriture, en fait, à écrire depuis toujours. Et j'ai commencé à monter sur scène. C'est-à-dire que j'écrivais déjà depuis très longtemps. Et puis, j'ai commencé à monter sur scène en Martinique, à partir du moment où je suis revenue en Martinique. Et c'est là que je me suis passionnée de scène, en fait, vraiment. Comme si, en fait, il y avait une espèce de cheminement vers une identité que tu ne connais pas à un moment et puis que tu découvres et qui devient ton identité. Mais en même temps, tu es tellement curieuse que tu vas peut-être passer vers autre chose un jour. Peut-être, mais en tout cas, là, j'ai besoin... c'est-à-dire que tu commences à un moment donné sur un fil, le fil de l'écriture. À partir d'un autre moment, tu te dis « Ah, tiens, là, il faut que je monte sur scène. » Tu montes sur scène. On t'invite à monter sur scène ou on te dit « Tiens, ton rythme, ta façon d'être, il faut que tu montes sur scène en représentation. » Et après, au bout d'un moment, je me suis dit, il faut que j'ajoute de la musique. Et là, je me suis dit, il faut que je rencontre des personnes qui ajoutent des facettes, des regards différents. Et donc, j'ai travaillé avec des musiciens. Et puis là, j'ai ensuite rencontré Anissa sur la danse. Voilà. Et donc, j'aime bien tirer des fils comme ça, artistiques, avec d'autres personnes. Et alors, je disais que tu étais passée par le Chili, tu as vécu aussi à Londres. Dans quelles circonstances, hein? Alors, à Londres, j'ai fait un master à King's College London en industrie culturelle et créative. D'accord. Et là, donc, c'est vraiment sur comment ça se passe au niveau plutôt financier, mais aussi sociologique, sur les industries culturelles anglaises et internationales, finalement. And you speak English? Hablas I espagnol? do. Sí. Et alors, your English is so good, I would like you to say posément. Oh, posément. Oui, pas de souci. Ça commence en... Sorry, dear, j'ai lapsusé. Sur un verre de gin. Gin Chin, t'es pas vraiment James Dean, mais you know. Posément, nos posémentes épousent la pleine prose, bouche glacée. D'après l'envie rouge tassée, d'après Cuny, c'est pas l'envie qui me manque maintenant. Si je dévie, je te manque maintenant. C'est hard, hein, c'est chaud ça. Ça me rappelle un thème qu'on va aborder tout à l'heure. Mais toi aussi, merci beaucoup Lola. Il y a une forme d'écriture, toi, quand tu fais tes chorégraphies. Oui, tout à fait. Tout à fait. Moi, je travaille beaucoup sur l'improvisation, en fait. J'ai une idée, mais c'est vraiment dans l'improvisation que je crée. C'est quelque chose de très fort dans la danse. J'aime beaucoup ça. Et du coup, l'improvisation, c'est tout un mécanisme. Ça nécessite de... En fait, ça fait beaucoup rapport aussi à cette notion philosophique de qu'est-ce qu'est la liberté. Pour avoir une liberté, il faut avoir un cadre. Oui, il faut apprendre. Et dans l'improvisation, c'est beaucoup ça. Il faut en fait se donner un cadre. Sinon, toute cette liberté, on n'en fait rien. On n'en fait rien et puis ça peut apeurer. On peut se retrouver comme devant une falaise face au vide. Je le vois aussi parfois avec mes élèves en cours quand il faut travailler sur de l'impro. Donc ouais, dans ma forme d'écriture, c'est beaucoup l'improvisation. Et puis la danse, c'est de toute façon pour dire des choses. Donc c'est toutes ces choses déjà qu'on se sent moins à l'aise de dire par des mots, des sujets parfois peut-être tabous ou autres. Ça, c'est important. Et puis ça permet de se trouver, de s'affirmer. Où est-ce que vous vous êtes rencontrés et quand ? La première fois, j'avais beaucoup entendu parler de Lola, on a des amis en commun, et puis je suis allée la voir sur sa sortie de résidence à l'Atrium, avec Lucas, donc le réalisateur de la vidéo Il. Et j'en suis sortie bouleversée, vraiment. J'ai une rencontre artistique coup de cœur, vraiment. Et puis après, on a pensé à ce projet-là de vidéo, et on s'est dit, c'est avec Lola, c'est la personne idéale, c'est avec elle qu'il faut qu'on travaille. Voilà, c'est Anissa qui fait l'introduction. On regarde ce film, extrait de film. On a senti, on a vécu, à coups de larmes de sentinelles. La lèvre écaillée de soleil et les poumons gorgés de sel. La terre battante, le vent portant,
l'écume léchée d'espoir flagrant, qu'un bras de mer nourricière guérisse des eaux souterraines de rivières. Quand l'horizon attrape le ciel et se délecte de verdure, des voiles carrés rouges orangés savent relier l'azur, de nos yeux couleur mangrove, de nos éclats au goût saline, de nos vies intrépides imaginent. Voilà, on vous met en appétit, on va teaser, on tease un petit peu, on va retrouver un extrait du clip, donc Il Dancing for Nature, dans le courant de l'émission, mais je voulais vous remontrer ces images parce que le clip passe aussi sur Zitata. Alors c'est quoi? Donc c'est un film que tu dis, c'est toi qui slame. Donc Lola, donc Anissa, tu danses, et donc vous l'avez réalisé aussi avec un garçon, Lucas Pellus. Oui, c'est ça, Lucas Pellus de Croquette Productions. En fait, ce sont Lucas et Anissa qui m'ont appelé, qui ont fait appel à moi parce qu'ils m'avaient entendu donc sur scène. Et Lucas et Anissa avaient donc cette idée vraiment de valorisation de la nature et de la nature insulaire de Martinique en particulier. Et vraiment, ils ont voulu donc que j'écrive un texte sur ce thème-là, à partir aussi de la musique, donc une relation avec la musique, et avec Anissa à la danse. Qui c'est qui a écrit la musique? Tijani Baxi, qui est un compositeur suisse. Et toi, c'est vraiment parce que tu es manager en matière de développement. Redis-moi le manager. Énergie-climat, voilà. Énergie-climat. Donc, c'est vraiment un thème qui te tient à cœur. Oui, en fait, ce qui était un peu nouveau, parce qu'on avait l'habitude avec Lucas de travailler sur cette notion d'improvisation. On avait sorti 7 épisodes d'une série Raw, brut en anglais, où on travaillait justement l'improvisation. Et puis lui, à la caméra, c'était cet exercice de jamais savoir aussi dans quelle direction j'allais. Donc c'était un travail intéressant pour lui autant que pour moi. Mais ce qui est nouveau avec ce film, c'est qu'on a voulu tous les deux travailler dans l'environnement. On trouvait que c'était trop technocrate, trop technique, les sensibilisations. Ça reste technique. C'est ça. C'était peu accessible en fait à la population. Et puis c'est pas glamour quand on parle aujourd'hui de l'environnement. On fait peur. Exactement. Et puis surtout, on dit c'est très directif. Il faut faire ci, il faut faire ça, etc. Et d'une part, on laisse peu la possibilité d'inventer nos futurs. Et puis, comme outil de sensibilisation, l'art a toujours été un vecteur qui remettait l'humain au centre, qui permettait de dire des choses. Et du coup, c'est ça qu'on a voulu utiliser sur cette vidéo de sensibilisation, c'est de toucher par l'art, parce que dans l'art, il y a quelque chose de justement pas palpable, qui touche tout un chacun et qui permet aussi de se projeter dans son identité propre. Donc, c'est ça qu'on a voulu démontrer dans cette vidéo, et j'espère que ça va ouvrir le pas aussi à en tout cas, plus de sensibilisation qui s'appuie sur autre chose que les injonctions. Oui, parce que ça reste trop un sujet de scientifique. Et aujourd'hui, on perd les gens, je pense, à l'aborder de manière, et je le dis en tant que scientifique aussi, mais on perd les gens, on reste entre nous, dans des vocabulaires qu'on connaît, dans des stratégies qui viennent d'en haut, c'est très descendant comme logique. Et je pense que déjà, replacer l'art comme outil de sensibilisation et puis replacer l'art comme outil de qu'est-ce que vous souhaitez pour votre futur? C'est quoi les futurs désirables? Mais est-ce que finalement, cette approche un peu technocratique ou technoïde du sujet n'est pas liée aussi à l'urgence de la situation, au fait que ce qui devait avoir été fait avant n'a pas été fait? Donc il y a une espèce de moment zéro pour cette affaire. C'est 2015, notamment les accords de Paris, la COP21. Vite, il faut aller réduire les émissions de gaz à effet de serre, ne pas augmenter la température de plus de 1,5 degré. Là, on y est, les 1,5 degrés, on y est. Je crois que 2023 a été l'année la plus chaude de toute l'histoire depuis qu'on voilà. Est-ce que c'est pas lié finalement? Oui, voilà, et on fait ce qu'on sait faire en réalité. Moi, je trouve que c'est contre-productif parce que, je vais peut-être être un peu extrême, mais ça fait 15 ans qu'on parle de transition. Aujourd'hui, on n'a plus le temps d'une transition. Oui. Et je pense que maintenant... Il faut s'adapter. Il faut s'adapter d'une part, et puis en fait, il faut y aller franchement. Et je pense que c'est le rôle de tout chacun. De tout un chacun. Ça ne doit pas rester qu'un sujet de scientifique. Oui. Et on a besoin des scientifiques, mais les scientifiques sont là pour apporter de la donnée, l'analyser et dire ce qu'il en est en tant qu'observatoire, sur l'état des lieux, etc. Mais pour passer à l'action, il faut s'appuyer sur plein de choses. Le changement, plein d'acteurs. Il y a plein de possibilités. Et puis moi, je trouve que par exemple, passer aussi par l'art et par la poésie, c'est passer par l'émotion. Et finalement, qu'est-ce qui nous touche aussi, qui nous porte à l'action, c'est aussi l'émotion, ce qu'on ressent
On parlait tout à l'heure des degrés qui ont augmenté, donc on ressent la température sur notre corps. Et je pense que les sensations aussi qu'un poème, un slam ou une piece of art, enfin de l'art tout simplement, nous fait ressentir, ça peut nous pousser à l'action aussi d'une façon différente. Et la beauté, là, en l'occurrence, la beauté. Voilà. La beauté. Oui, il y a un lien, excuse-moi, Anissa, il y a un lien d'ailleurs entre la poésie, la beauté de tes gestes et puis la beauté de ces paysages. Et on peut effectivement, presque intuitivement se dire, mais évidemment, il faut protéger ça, il faut préserver ça, sauvegarder. Ouais, c'est le message qu'on a voulu faire passer. Et puis en tout cas, moi, dans la danse et dans la création, ce que j'ai voulu mettre en avant aussi, c'est l'engagement du corps, du corps humain en fait. Mais c'est toujours le cas d'ailleurs, dans la danse. Dans la danse, mais dans l'environnement. C'est-à-dire que pour aller vers un futur où on va émettre moins de carbone, ça nécessite concrètement de faire un effort, mais un effort physique aussi. Ça veut dire marcher plus souvent. Ça veut dire... et en fait, cet engagement du corps, j'ai voulu le retranscrire aussi dans la danse, dans quelque chose qui parfois peut être un peu lourd ou dans la souffrance ou autre, mais qui est qu'en fait, on n'y arrivera pas. Il y a du changement de comportement, mais il y a aussi cet engagement-là. Oui, et toi, donc, elle découvre ça, Lola. Elle fait elle acquiesce. Non, mais on a beaucoup parlé, on a beaucoup discuté, tu vois. Mais c'est un thème qui te sensibilisait, ce thème-là? Oui, déjà depuis un moment. Et puis la relation, moi, ce qui me sensibilise aussi beaucoup, et dans mon texte, la façon dont j'ai tissé aussi l'image qui s'est créée, c'est la relation aussi entre la nature, l'humain et l'animal. Et finalement, à quoi correspond une île et est-ce que cette île n'est pas aussi, quand elle est déprise de quelque chose de trop, d'un carcan qu'on lui donne, elle peut être aussi complètement vivante. Ça peut être un animal en tant que tel. Ça peut, les humains qui sont dessus créent aussi tout un microcosme. Et finalement, elle-même, en tant qu'île, devient une sorte de monstre étrange qu'on ne connaît pas. Et sur laquelle il faut se pencher et surtout en prendre soin. Voilà, c'était ça. Mais toi, qu'est-ce que tu penses? Donc, vous avez collaboré sur cette démarche artistique avec vraiment une proposition pour sensibiliser, donc super. Mais toi, est-ce que tu penses... Quels sont pour toi les enjeux sur cette question-là? Si je te dis, donc, réchauffement climatique, transition, donc Anissa, elle a un point de vue très fort, elle dit il ne faut plus parler de transition, il faut y aller, il faut s'engager. Comment tu poses la question, toi? Moi, je me dis, au niveau de chacun, comment on s'organise déjà, comment on trie nos déchets, bien sûr, comment on fait attention sur une plage, comment on se comporte sur la plage. Ça peut paraître bête, mais je pense par exemple aux produits solaires, parce qu'on est souvent dans l'eau, ce genre de choses. Et puis aussi, bien sûr, tout ce qui est environnemental et la façon dont on traite nos sols, la façon, ça c'est plus politique peut-être aussi, mais c'est très important d'en parler, parce qu'on en parle de façon, avec encore une fois, un discours très politique, très souvent, ou très scientifique. Mais finalement le discours poétique aussi est là pour apporter quelque chose, est là pour sensibiliser sur ces questions-là. Voilà, bon, évidemment on parle du chlordécone, etc., mais pas uniquement tous les engrais que l'on peut mettre dans nos terres aujourd'hui. On connaît très bien la question, mais voilà, vraiment se sensibiliser, vraiment se poser la question de ça, quoi. Ok. On va continuer, mais je vous propose qu'on fasse le stop avec ce jingle Focus. Alors, dans Focus, je voulais qu'on commence avec un petit doigt de suite. Là, on suit l'affaire Depardieu, Gérard Depardieu. Je vous ai montré la dernière fois un extrait de complément d'enquête, donc il faisait grand bruit. Et puis donc là, donc il y a du nouveau parce qu'il y a eu une mobilisation il faut sauver le soldat Depardieu, donc une soixantaine d'artistes il y a quelque temps qui s'étaient mobilisés en disant n'effacez pas Gérard Depardieu, c'est un monstre sacré entre guillemets et il ne faut pas le lyncher. Et puis donc des gens qui avaient signé, donc une soixantaine d'artistes, de célébrités qui avaient signé cette tribune, mais au fur et à mesure ces personnes reviennent un petit peu sur leur soutien en disant ah mon Dieu je me suis trompée, donc on a écrit rétropédalage en fait, moi j'ai trouvé le mot très approprié. Et c'est notamment le cas de Clémentine Sélarié, donc qui, après Nadine Trintignant, après Carole Bouquet, Gérard Darmon, Pierre Richard et Jacques Weber, donc fait machine arrière en disant mais non, il faut faire attention. En l'occurrence, en réalité, dans cette affaire, Depardieu est poursuivi, il est mis en examen pour viol, parce qu'il y a une plainte qui a été déposée contre lui en 2020.
Et puis, d'après une enquête de Mediapart, il y a environ 13 femmes qui se plaignent de violences sexuelles de sa part. Donc, ces personnes-là ont peut-être eu vent de ces choses et puis se sont peut-être rappelé qu'il avait quand même été mis en examen pour viol, même s'il n'est pas encore jugé, bien entendu. Mais voilà, donc rétropédalage. Et puis, il y a aussi cette mobilisation des mouvements féministes qui, après les déclarations du président de la République, donc Emmanuel Macron, sur le service public, mais qui a défendu le soldat Depardieu en disant en remettant d'ailleurs en cause un petit peu la véracité de la séquence de complément d'enquête, donc en disant qu'il faisait honneur à la France. Et d'ailleurs, dans la foulée, il avait un petit peu remonté les bretelles de la ministre de la Culture, qui n'est plus d'ailleurs ministre de la Culture, puisque maintenant c'est Rachida Dati. Donc ça, c'était la première brève dont je voulais vous faire part. Donc, petit droit de suite sur l'affaire Depardieu. Vous avez suivi ça, j'imagine? Oui. Alors, toi qui t'intéresses aux femmes. Absolument. Et puis, j'ai regardé complément d'enquête en entier aussi. Oui. Parce que aussi, ce qui m'interpelle, parce que j'ai travaillé dans le cinéma, comme on disait tout à l'heure, et c'est très choquant, bien entendu, et surtout, c'est finalement toute une entité, voilà, tout le monde du cinéma qui était au courant. C'est ça aussi, en fait. Ouais. Tu vois, tout le monde était au courant, c'est évident. Quand tu es sur un tournage... Ça se passe. C'est évident, tout le monde le sait. Je veux dire, le producteur, il est forcément au courant. Ça, c'est sûr, parce qu'il y a des bruits de plateau qui se créent entre films. Le régisseur général d'un plateau, il est forcément au courant de ce qui se passe. Et donc, tout le monde le sait. Et puis, tout le monde se tait. Oui, mais ce n'est pas la première fois, d'ailleurs, parce que dans d'autres secteurs, comme dans la littérature, c'est quoi, Maznef on le sait, et puis on se tait. Là, ce qui se passe, peut-être... c'est que finalement, non, le silence, on ne veut plus du silence. C'est ça, un petit peu, moi, la morale de l'histoire. Ce qui me peine beaucoup, c'est déjà ce sentiment d'impunité. Ouais. Et puis, c'est tous les éléments qui sont réunis pour permettre à la personne de ressentir ce sentiment d'impunité. Oui. Et ça, c'est ce que disait Lola, en fait. C'est qu'à partir du moment où, dans un milieu, on peut faire des choses horribles et terribles. Mais ça va avec le pouvoir. Ça, c'est une histoire de pouvoir. Parce que tu es dans un autre cercle de pouvoir. Ce que tu décris, c'est le pouvoir et la cour, en fait. La cour qui te donne du pouvoir, parce que ceux qui sont autour du roi ou de la star doivent un petit peu leur situation, parfois au roi ou à la star. Oui, alors dans le cas de Depardieu, c'est le pouvoir. Après, on a des cas aussi en Martinique, et il en faut peu, visiblement, pour avoir du pouvoir et avoir ce droit-là, parce qu'il y a aussi plein de cas. Oui. De violences sexuelles et de... Oui, bien sûr. Et on est toujours face à cette impunité, en fait. Et au silence. Et au silence. Et on voit bien quand la prise de parole du président, qui envoie un message qui brouille, en fait, qui brouille les pistes. On ne comprend pas. Il valide cette impunité-là. Bien sûr. En fait. Et les associations féministes sont un petit peu vent debout contre ça. Donc on va suivre. Alors, une autre information un peu spéciale cette fois, osée, carrément osée. Alors, je suis tombée sur un article du Monde, mais que je lis de temps en temps, intitulé « Les femmes et la pornographie ». Un article très intéressant. Donc, selon les données, alors la journaliste qui fait l'enquête s'appelle Jeanne Roussel. Donc, elle relaie notamment en introduction de son article, des données qui ont été collectées par l'IFOP, donc qui est un organisme qui fait des enquêtes. Donc, femmes et pornographie, voilà. Les femmes consomment de la pornographie, notamment sur les sites où il y a de la pornographie, YouPorn ou Pornhub, voilà, j'espère bien le dire. Et alors, ce qui ressort de ça, c'est que la fréquentation de ces sites a augmenté ces dernières années. Par exemple, la fréquentation du site Pornhub par les femmes aurait augmenté de 4% en 2022 pour atteindre 32%. Ça, c'est une info. Mais alors, ce qui est particulier aussi, après, ce qu'on apprend, c'est qu'en fait, les contenus que les femmes vont chercher sont les plus hard. C'est-à-dire qu'elles vont chercher de la pornographie et les contenus hard, en fait, elles sont demandeuses de contenus hard, des choses un petit peu pas orthodoxes, quoi, des choses un petit peu hors normes ou hardcore. Donc ça, c'est une deuxième information. Et puis la troisième info de l'article qui est vraiment très, très, très intéressant, c'est que, en fait, bien sûr, donc, ça donne, elle se masturbe quand elle regarde ces films et elle culpabilise. Elle culpabilise. Pourquoi ? Parce qu'elles se disent que la situation qui est décrite dans ces films, c'est une situation où les femmes sont dominées. Donc, elles ne veulent pas de ça. Donc, elles disent oui, alors machin. Donc, elles se disent, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Alors, certains lui disent, il faut que je regarde du porno féministe. Et puis, il y en a qui disent, mais non, mais alors, encore une injonction, on me dit ce que je dois faire, j'en ai marre. Donc, article très intéressant. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est vrai qu'on en parle peu de cette sexualité qui peut être vue comme
extrême. Qu'est-ce que tu en penses, Non, Lola? moi je pense que bien sûr qu'il y a des fantasmes de la part des femmes Voilà, et mais qu'il y a tabou, toutes sortes de tabou, fantasmes. tabou. Je veux dire, c'est pas parce que ce sont des femmes qu'elles n'ont pas le droit d'avoir toutes sortes de fantasmes différents. Et je pense en plus qu'il y a une différence entre la réalité et puis le côté fantasmagorique et ce que ça révèle au niveau. Après, je suis pas psychologue, Oui, etc. oui, oui. Mais c'est pas parce qu'on regarde une vidéo porno et qui est différente un petit peu de ce qui serait la vraie vie ou de ce qu'on tolérerait dans la vraie vie, que ça doit remettre en question notre moralité. Bien sûr. Voilà. Non, mais là, en l'occurrence, ce qui est rigolo quand même, c'est que c'est la culpabilité qui est... Voilà, mais c'est pour ça que je parle de moralité, tu vois. Oui, voilà, mais c'est une injonction sociétale, en fait. C'est ça, en fait. À la fin, ces femmes-là, donc ce sont des trentenaires, souvent, qui ont ces consommations. Et ces femmes-là disent, mais il y en a marre, quoi, en fait. Alors, il y a l'injonction féministe, je suis culpabilise, mais en même temps, j'ai le droit de me faire du bien si c'est comme ça que ça passe. C'est par ça que ça passe comme ça. Ça montre bien que les verrous, ils sont très profonds, Très en fait. profonds, ouais. Et qu'on a des injonctions, effectivement, qui sont... on a beau en avoir conscience et en être au fait, on est toujours dans un dilemme, et c'est la vie d'une femme, j'ai envie de dire. Oui. On a tellement été normés, mis dans des chemins, etc., qu'on en perd nos repères. Et c'est un effort que de savoir qu'est-ce qu'on veut vraiment, quoi. Alors, il y en a une qui fait sauter les verrous. Ouais. C'est Lola. Dis-moi oui, yeah, si yada, t'as les bras couverts de carcasses de Honda et la tête éclatée contre des occasions ratées, comme quand j'avais plus d'unité. Et qu'on se retrouvait à l'arrière d'une YOL UFR, je crois que t'en étais fière. Envie, anal, c'est pas mes larmes que t'essuies quand je chiale, ni tes excuses qui bloquent contre ma glotte. Dis-moi oui, yes, si yada. Parce qu'on est des milliers, humiliés, indignes, et j'ai parié que vous liriez entre mes lignes, mais pareil que ça s'appelle la parité, la pas du mythe, ouais. Les autres m'ennuieront pendant que tu me nuiras, je verrai brunir le rire et l'oubli de Kundera, tant qu'indomptable au fond du puits, je crache sur vos tests de QI et je danse. Voilà. Non, extra. Donc, extrait de la tribu des Malfinis. Elle a des frissons, voilà, c'est pas parce qu'on a froid sur le plateau. Donc, extrait de la tribu des Malfinis. Et puis, alors, pour finir, donc, merci Lola, vraiment. Dans la rubrique Focus, on écoute encore. Parle en français, sois clair. En vrai, j'ai passé l'âge de jouer, j'ai dit. Toi et moi, on se sait. Yeah. N'en fais pas trop, s'il te plaît. On perd déjà du temps à tester nos limites. La présence coûte cher, dis-moi quel est mon bénéfice. En moi, tu pourrais voir nos projets et l'avenir. Mais nous brûler les ailes, il faudrait éviter. Yeah. Aime-moi, doudou. Montre-le-moi, doudou. T'es mimi, dis-le-moi, doudou. Prouve-le-moi, doudou. Et ça, c'est quel comportement, doudou. Tu me mens beaucoup. Ça, c'est quel comportement, doudou. Tu me mens beaucoup. Les soirs venus, faut qu'on se mette à l'aise, ouais. Sinon, laisse tomber. Tu peux chercher, elles n'ont pas le verre, yeah. Chérie, laisse tomber. Les soirs venus, faut qu'on se mette à l'aise, ouais. Sinon, laisse tomber. Tu peux chercher, elles n'ont pas le verre, yeah. Chérie, laisse tomber. Montre-moi doudou. Montre-moi doudou. Montre-moi doudou. Montre-moi doudou. Ça, c'est quel comportement doudou. Voilà, on est en train de danser là. On a failli se mettre sur la table. Aya Nakamura, alors elle est venue ici, ça fait un petit peu de polémique, etc. Mais c'est la femme de l'année. Alors, c'est même l'homme de l'année 2023 pour le journal GQ, avec de très, très, très belles photos. Aya Nakamura, c'est The Queen, en fait, en France et dans le monde. Hein, je crois que c'est l'artiste francophone la plus écoutée, en fait, dans le monde. Qu'est-ce que vous pensez? Alors, c'est vrai que ces rythmes sont connus. Lola? Aya Nakamura, Oui. de ses rythmes, Oui, je sa kiffe, hein, j'ai adoré. Enfin, je suis allée comme beaucoup au concert, malheureusement, qui a eu ses petits problèmes techniques. Mais sinon, tout le monde danse dessus, j'adore, moi j'aime bien. Et puis en fait, ce que j'aime bien chez Aya Nakamura aussi, c'est l'aspect, enfin la relation à la parole. En fait, elle change des mots, elle invente des mots. Ouais, ça fait quel comportement doudou, le truc. Et en fait, du coup, tu vois, on voit vraiment comment ce travail-là, il rentre dans la société aussi. Et puis, ça change l'aspect aux mots et comment les jeunes aussi, ou les moins jeunes, se déprennent et s'approprient de certaines choses. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, moi, on peut aimer ou pas le contenu de ses paroles. Moi, ce que j'adore, c'est son flow. Je trouve qu'elle a un flow incroyable.
Et puis, comme on parle de femme, c'est vrai qu'elle a une attitude aussi. Quand elle dit parle-moi doudou, c'est quel comportement le soir venu, il faut qu'on se mette à l'aise, sinon laisse tomber. Donc, il y a aussi, c'est super cash, quoi, comme Djadja d'ailleurs. Oui. Djadja, voilà, il paraît que tu parles sur absolument. moi, mais c'est quoi? Donc, une espèce d'assomption de cette féminité. Elle est grande en plus, et puis elle assume à la fois la féminité, le rapport à. Elle n'est pas du tout dans un rapport de domination, elle. Hein. Non, enfin quand même pas de domination, mais c'est-à-dire elle déjà en tant que telle, elle se met en valeur sur scène en plus comme déjà presque un diamant. Donc en fait, ça donne envie aussi de se mettre en valeur de cette façon-là. Oui. C'est normal du coup qu'elle inspire certaines femmes dans la vie de tous les jours. Je trouve que c'est très bien moi que ça inspire une confiance en soi, une envie d'avancer. C'est génial. Alors elle est égérie de Lancôme. Elle a été sélectionnée donc au moment où on enregistre l'émission. Elle est sélectionnée, elle est nommée pour les victoires de la musique. Et puis voilà, je l'ai dit, donc elle est aussi dans le jury, elle fait partie du jury de la nouvelle école, donc saison 3 sur Netflix. Ça y est, c'est voilà. Sympa, ouais. On avait vu notamment dans cette série-là Meryl et Kalash, qui n'étaient pas membres du jury, mais qui avaient été sollicités par un des membres. Ils étaient venus en Martinique. Exactement. Donc voilà, elle sera donc dans la nouvelle, la saison 3 donc, de Nouvelle École sur Netflix. Jingle, mots de femme. Voilà, après ce petit tour du monde, voilà, des brèves, des infos qui concernent les femmes dans tous les milieux, hein, voilà, c'est très ouvert. On revient un petit peu à vous. Donc on parlait du clip Dancing for Nature. Je voudrais faire un petit point avec toi, Anissa. Donc tu es ingénieure, donc tu évolues dans le milieu du développement durable de l'énergie. En quoi ça consiste, ingénieur en énergie c'est comme ça qu'on le dit d'ailleurs, j'ai du mal à le dire. Oui. Moi, je travaille autour des questions d'économie d'énergie. Donc, comment est-ce qu'on réalise des économies d'énergie plutôt pour les entreprises et les collectivités. Et je travaille plus globalement aussi sur les questions de politique publique autour de l'énergie, et notamment en contexte insulaire, parce qu'on est sur des contextes très particuliers de production d'énergie et de gestion. Contraint, mais avec quand même des ressources. Avec des ressources sur qui la sont production, sous-utilisées, des énergies renouvelables, on va dire. Voilà. Qui sont sous-utilisées, et puis une énergie qui est aujourd'hui très, très carbonée, enfin une production d'énergie très carbonée. Oui, 98%. Et 98% dépendant ou 90% dépendant du fossile, ça dépend du pétrole, de ce qu'on parle. On a le mix électrique et le mix énergétique. Ce qui différencie les deux, grosso modo, c'est le transport. Oui. Dans le mix électrique, on a quand même 25% d'énergie renouvelable, donc pour fabriquer l'électricité. En revanche, côté transport plus électricité, effectivement, on sait que la plupart, une très grande majorité, malheureusement, de nos véhicules sont alimentés par du gasoil, de l'essence. Donc, effectivement, on n'est pas à 98%, on est plutôt autour des 90-92%. 92, oui, 92. Mais c'est énorme quand on voit, comme tu le disais, les ressources. C'est quoi les ressources? Est-ce qu'on peut les lister? En fait, c'est toujours pareil. Les gens pensent qu'il y a des solutions miracles, et donc on veut tout mettre sur le solaire, tout mettre sur l'éolien. C'est un mix, on parle de mix électrique. Donc en Martinique, on a encore un potentiel de développement solaire qui est énorme, et toutes les entreprises de photovoltaïque pourront vous le dire. On a encore un potentiel éolien important sur la côte atlantique. On a de la géothermie. D'ailleurs, il y a de l'éolien terrestre, il y a de l'éolien offshore. On parle de plus en plus de l'offshore, plutôt dans le sud d'ailleurs. Alors c'est compliqué sur nos territoires offshore, parce qu'on a affaire à des risques naturels importants, des houles cycloniques, etc. Donc ça nécessite plus d'investissement pour une production qui reste quand même limitée, parce qu'on est sur un petit territoire. Donc c'est des projets avec des coûts importants, et il y a des choses bien plus intéressantes à développer déjà en terrestre. On a la géothermie, qui est une énergie très très intéressante. La géothermie, c'est pas que pour le chaud, c'est pour le chaud et le froid. Exactement. Voilà. L'idée, ce serait d'avoir des réseaux de chaleur, mais qui en fait distribuent du froid dans des zones d'activité comme Californie, les zones qu'on connaît. Et on a un potentiel, alors pas haute température, contrairement à la Guadeloupe, où ils ont l'usine géothermie de Bouillante, qui fabrique de l'électricité. Dans notre cas, ce serait plutôt justement pour faire des réseaux de chaleur. Et puis, on a la petite hydroélectricité. Sur des courants de rivière aussi, qui peuvent être intéressants en Martinique. C'est des steppes?
Alors non, les steps, c'est encore autre chose. Il y a un projet aussi, les steps, c'est assez simple comme principe. Ça permet d'aller pomper de l'eau. Il y en a en Dominique. De la retenir en altitude. En fait, c'est une sorte de batterie. Et lorsqu'on a besoin d'énergie, c'est-à-dire à 22h, même à 18h, quand les panneaux photovoltaïques ne vont plus produire, on relâche cette eau qui va venir alimenter, faire tourner une turbine et qui donc va fabriquer l'électricité. Donc il y a plein de choses. Donc il y a plein de choses pour produire et pour gérer l'énergie, parce qu'on dit souvent oui, on peut produire, mais c'est intermittent, mais on a des problèmes de gestion, L'intermittent, c'est qu'il fait beau, enfin il y a du soleil et puis après il y a la nuit. Voilà, donc faut la pouvoir géothermie, ce n'est pas l'énergie renouvelable en général, elle n'est pas une énergie forcément intermittente. La géothermie n'est pas une énergie intermittente et c'est une énergie renouvelable. Anissa, toi qui es une sachante, pourquoi on n'y arrive pas? Pourquoi ça prend autant de temps alors qu'on devrait être en 2030 à 100% de NR dans notre mix électrique. Je pourrais t'apporter une réponse, mais j'en aurais pour au moins une demi-heure, 3/4 d'heure. Non, 3 minutes, 2 minutes. Il y a des sujets de politique publique, de l'énergie, de vente de l'énergie notamment, de péréquation tarifaire, qui font qu'aujourd'hui, on a une électricité qui est subventionnée par la CRE, Commission de régulation de l'énergie. Ce qui fait qu'aujourd'hui, produire de l'énergie sur des centrales diesel et brûler du diesel pour faire de l'électricité, c'est subventionné. Et donc, on a beaucoup de mal à être compétitif avec des projets d'énergie renouvelable qui le sont. On n'a pas de raison d'aller vers ça. Il n'y a pas de raison. Et puis, à l'heure actuelle, faire du photovoltaïque en Martinique coûte moins cher que de fabriquer l'électricité sur des centrales diesel. Donc, on a déjà ce problème-là de concurrence. Et puis, il faut une volonté coûte moins cher, politique. tu as dit, j'ai pas compris. Aujourd'hui, la production d'électricité en photovoltaïque, même avec du stockage, coûte moins cher que les coûts de production d'électricité d'EDF. Et pourtant, on ne le fait pas. Et pourtant, on ne le fait pas parce que les coûts de production d'électricité d'EDF sont subventionnés. C'est ce qu'on appelle la péréquation tarifaire. Parce qu'il y a des subventions, donc il faudrait arrêter de subventionner. Les coûts sont compensés. Je pense qu'il faudrait en tout cas, faudrait pas arrêter de subventionner parce que les centrales diesel ont leur place dans le mix énergétique. Oui, mais dans le mix, mais pas à ce point-là, quoi. Pas 75%. Un équilibre. Exactement. Voilà. Et pour ça, il faut un contexte économique favorable. Qui ne l'est pas aujourd'hui. Et je pense qu'il faut aussi de la volonté politique et des élus qui s'emparent du sujet. Mais les élus, à part quelques-uns, enfin, bon, moi je vois, j'ai eu l'occasion d'interviewer David Zobda qui est pointu sur ces questions-là, mais je n'ai pas l'impression qu'il y en ait beaucoup qui s'intéressent à ces questions-là. Et pourtant, le sujet de l'énergie et l'autonomie énergétique d'un territoire, ça devrait être la priorité numéro 1. Centrale. Surtout avec les catastrophes naturelles qu'on va être amenés à connaître de plus en plus. Et non, ça devrait être le sujet. Et tu as l'impression, alors juste là, ce n'est pas le cas de choc contre les élus, mais tu as l'impression que toi tu es préoccupé par ça, vous avez fait un film sur ça. Tu as l'impression que ça nous, quand on dit, alors c'est vrai que peut-être qu'on prend le sujet, on l'a dit par le petit bout, oui, c'est pas bien, il faut faire, donc c'est pas pour le grand public. Mais est-ce que globalement les gens sont sensibilisés à ces questions-là? J'ai l'impression qu'à part quelques techniciens, enfin des gens, des sachants, tout le monde s'en moque. En fait, moi je trouve qu'il manque terriblement en Martinique de débat. Mais c'est pour ça qu'on est là. Et je trouve qu'en fait, on donne peu l'occasion aux gens de s'exprimer. Et encore une fois, je reviens à cette notion de futur désirable, de comment est-ce que moi, je vois la suite pour demain, comment le monde dans lequel je veux vivre, il ressemble à quoi. On interroge très peu les gens là-dessus. Et du coup, c'est dur de les sensibiliser en disant il faut faire ci, il faut faire ça. Mais encore faut-il poser la question. Exactement. Si tu veux, encore faut-il poser la question, c'est-à-dire dire au fait, nous on le fait régulièrement d'enfants. C'est des questions qui nous intéressent. Au fait, l'énergie. Au fait, on a fait par exemple venir Martine L'Heureux. C'est peut-être un truc un petit peu hardcore, quoi. La fête du climat, quand tu te mets dans le truc, tu chiales, tu dis oh mon Dieu, ça va mal. Mais bon, mais si tu veux, moi j'ai l'impression que c'est une question, je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, non, mais c'est vrai, ça manque de sensibilisation en fait. Mais quand on parle de sensibilisation, c'est aussi faire en sorte que les gens réfléchissent, qu'on rentre dans un. C'est vrai que débat, le mot débat me parle beaucoup complètement, Anissa, tu as raison. En fait, simplement qu'on dise pas aux gens quoi faire. Je trouve que ça marche jamais. Ça, c'est comme à l'école, tu donnes, comme si. Oui, mais il faut qu'on ait la connaissance quand même. Il faut qu'on ait quand même la connaissance. Il faut de la connaissance, mais il y a une façon de dire les choses. D'amener un message. Tu vois, tu vas pas arriver en disant il faut faire ça, si, ça et ça, et puis une fois que tu as tout coché, c'est bon, tu es un citoyen modèle. Je pense que ça marche pas comme ça. En fait, on en parle, on se sensibilise, on voit chacun et chacune comment on peut œuvrer.
Mais il faut aussi je pense aussi qu'il y a une question, c'est que les personnes se sentent concernées dans un groupe aussi. Donc faire groupe, faire réflexion ensemble et pas être dans son coin, se dire mais moi tout seul, je fais quoi? Et est-ce que finalement, est-ce que tu fais de la sensibilisation avec les jeunes par exemple? Est-ce que finalement, alors, même si il faut aller vite, donc c'est pas seulement les enfants qu'on doit sensibiliser, c'est nous, nos générations, les trentenaires, les quadras, les quinquas, etc. Est-ce que tu as le sentiment que les enfants, les jeunes sont sensibilisés à ça? Alors oui, j'ai été amenée à faire des ateliers d'animation en lycée, et parce que c'est une cible qui est primordiale dans le changement de comportement. Et en fait, malheureusement, ce qui revient souvent de la part dans le discours des jeunes, c'est mais pourquoi moi je devrais faire ça alors que derrière j'ai des entreprises comme Total qui polluent, ou alors j'ai un ministre qui se rend à la COP en jet privé et puis ils sont 4 ministres, ils ont 4 jets privés. C'est dur quand même. Et en fait on parle au petit étudiant qui a 16 ans et on lui dit ce serait bien que tu prennes pas ton scooter et que tu viennes au lycée à vélo. Ouais, ça c'est le petit bout de la langue, mais en même temps surtout que et puis oui, pardon. Non, c'est ce que je veux dire, c'est que c'est complexe en fait. Et effectivement, en même temps, je continue à tenir ce discours-là parce que c'est des petits actes au quotidien et c'est la responsabilité de chacun. Mais au niveau plus global, il y a quand même des questions qui sont des questions extrêmement sensibles. Quand tu vois, par exemple, en Guyane, par exemple, ce qui se passe au Guyana, le fait qu'on trouve du pétrole, qui est même un problème avec le Venezuela voisin, il est probable qu'en Guyane, il y ait du pétrole aussi. Est-ce que ces pays-là, on leur dit sous prétexte d'être dans les 1,5 degrés qu'il ne faut pas développer leurs énergies fossiles qui vont encore remplir leur office pendant quelques années. C'est difficile quand même. Ouais. Il y a l'aspect économique derrière, parce que du coup, tu vends tout ton pétrole, etc. C'est quand même une organisation mondiale à repenser, c'est vrai. Bien sûr qu'il y a la chose globale et toute la politique internationale derrière ça, je suis d'accord. Mais je pense en fait que plus il y aura plus il y aura de petites choses et de pensées positives dans ce sens-là, au niveau individuel. Et que, en fait, c'est comme ça que se change une société. Sociologiquement parlant, c'est comme ça que se sont faits les plus grands changements. C'est qu'il y a beaucoup de personnes qui se sentent concernées, qui créent des groupes et qui, ensemble, avancent. Et je pense que c'est comme ça que ça pourra changer. Parce que ce n'est pas aujourd'hui... que malheureusement, si certaines personnes sont au pouvoir et ne sont pas convaincues de ça aujourd'hui, c'est pas en allant les voir tout de suite et en disant bon, faites ça maintenant qu'ils vont tout changer du jour au lendemain. Il faut effectivement que ça diffuse d'abord dans la société civile, que ça devienne un impératif citoyen. Mais il y a quand même effectivement au niveau, disons, macro et au niveau du pouvoir, des décisions qui doivent s'aligner aussi sur les objectifs. Oui, aujourd'hui, on est dans une logique très descendante et effectivement, il manque ce côté bottom to the top qui remonte. Et pour ça, il faut que les citoyens s'emparent de ce sujet-là et il faut leur donner envie de s'emparer de ce sujet-là. Est-ce que dans la foulée du clip là, qui passe derrière nous, qui est magnifique, vraiment, qui est très, très, très beau, vous avez d'autres projets liés à cela? Ça, c'est un projet que vous avez fait seul, mais c'est un projet que vous avez fait avec, je ne sais pas, l'ADEME, l'environnement, l'ADA, les choses comme ça? C'est un projet qui a été soutenu par le parc marin, très bien. donc indirectement l'OFB. Est-ce qu'on a d'autres projets à ce jour? Mais à la base, excuse-moi, c'est quand même un projet qui arrive, qui a été soutenu, mais qui arrive de la part de Lucas et d'Anissa. C'est vraiment un projet indépendant. Oui, voilà. Mais est-ce que dans cette foulée-là, parce qu'on a bien entendu ce que vous disiez, il faut partir pour sensibiliser, il faut peut-être essayer d'autres formes, et ça, c'en est une. Est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres traductions artistiques avec la danse, le slam? Toi, ça t'a inspiré, si, quoi. C'était une première, mais je pense que tu es resté, tu cultives ça, non? Oui, complètement. On en a parlé avec Anissa déjà. On n'en dit pas plus parce que je ne sais pas quelle forme ça prendra exactement. C'est encore, puis c'est sorti il y a encore quelques mois, ça ne fait pas si longtemps. Ça, c'est la tribu des Malfinis, mais notre... Et il y a eu 90 000, plus de 90 000 vues. Oui, ça a beaucoup plu. C'est vrai que tout le monde, j'espère que beaucoup de gens l'ont vu sur la toile. Mais en tout cas, c'est vrai que ça m'inspire beaucoup sur la relation à la nature et à la mer aussi, au littoral, et pas seulement le littoral insulaire. Oui, mais je sais pourquoi je l'ai montré, parce que pour moi, ça devrait prendre la forme d'un livre. Tu vois, donc il y a le clip et puis il y a le texte, le slam du texte. D'ailleurs, tu pourrais nous en redire un extrait? Juste sans qu'on voit, on voit les images derrière, mais nous dire un extrait du texte. Anissa, on ne va pas te demander de danser. Vas-y. Alors attends, comment ça commence déjà? On a senti, on a vécu.
à coups de larmes de sentinelle. La lèvre écaillée de soleil et les poumons gorgés de sel. La terre battante, le vent portant, l'écume léchée d'espoir flagrant, qu'un bras de mer nourricière guérisse des eaux souterraines de rivière. Quand l'horizon attrape le ciel et se délecte de verdure, des voiles carrés, rouges, orangés, savent relier l'azur, de nos yeux couleur mangrove, de nos éclats au goût saline, de nos vies intrépides imaginées en apnée sous-marine. En fait, parce qu'il y a deux parties, et ce n'est pas culpabilisant, c'est une partie qui décrit la beauté, avec les couleurs, avec l'énergie, et puis on voit les images qui sont magnifiques. Vous avez tourné où? Vous avez tourné au Diamant, vous avez tourné au Prêcheur. Oui, c'est une plage accessible uniquement en bateau sublime. au Prêcheur, et avec une rivière également qui vient sur cette plage-là. On a tourné effectivement aussi au Diamant, on est allé tourner aussi dans les bassines au Marigot. Voilà, c'était des lieux qu'on voulait mettre en avant, qui ne sont pas forcément des lieux connus de la Martinique, pour dire qu'en fait, elle regorge d'endroits magnifiques et que ces endroits-là sont aussi à préserver. Voilà. Et je voulais revenir sur le texte de Lola. Oui. Elle a fait un travail incroyable parce qu'on est arrivé vers Lola, on avait quand même des idées assez précises. On avait la musique, on avait déjà commencé à tourner avec Lucas, on avait déjà quelques images. Et on avait le sujet de prédilection. Et en fait, suite à quelques discussions, quelques ateliers de travail, elle nous a proposé un texte qui, moi, m'a subjuguée. Je ne sais pas si tu te souviens, la première fois où elle me l'a dit, j'en avais les larmes aux yeux parce que vraiment, il n'y avait rien à changer. On l'a pris tel quel. Tel quel. C'était très beau et ça correspondait au-delà de nos espérances. C'était une belle expérience. C'était génial parce qu'en plus de ça, en fait, on a eu une vraie rencontre artistique. Tous les trois, et en particulier avec Anissa sur la danse, parce que c'était la première fois aussi que je travaillais entre le texte, la parole, et certes la musique, mais surtout la danse. Et ça t'a donné des idées, moi, je énormément, ouais. Et en fait, donc, si tu veux, il y a eu ce moment où je lui ai dit le texte, et on était dans un espace, et donc elle a commencé à danser. Et donc elle dansait en même temps que je lui disais le texte, et si tu veux, ça crée quelque chose de très particulier. Et il y aura un spectacle où je vous dis le spectacle. Moi, je vous dis le spectacle. Alors, le spectacle, il y aura des images du clip Il Dancing Furniture. Ils vont aller tourner dans d'autres lieux inconnus de Martinique. Vous allez les découvrir. Et Anissa va venir danser sur scène, que ce soit l'Atrium ou à Aimé Césaire, etc. Et il y aura donc une projection comme ça dans le noir, vous serez plongé dans le noir avec cette musique, etc. Éventuellement des artistes avec du synthé, machin. Et puis Lola qui va déclamer, et puis des ombres, machin. Elle sera habillée en Yemanja avec une espèce de traîne bleue comme ça, qui va se confondre avec les images du fond. C'est ça. Rendez-vous. Elle va revenir nous parler de ça dans une autre émission. Écoutez ça, n'est-ce pas? À ce stade de l'émission, il nous reste 4 minutes. L'homme, c'est le moment où on parle des hommes, Anissa. Elle, c'est peut-être, je ne sais pas. Non, tu n'es jamais venue ici. Non, c'est la première L'homme, fois. je voudrais que tu me parles d'un homme. Voilà. C'est le sujet du bac, là. Le bac, c'est maintenant. Le premier homme qui me vient en tête, c'est mon grand-père. Comment s'appelle-t-il? Salvador. Salvador. Ouais. Ok. Salvador Zapata. Je suis d'origine espagnole. Donc, oui. Espagnole. Et oui, c'est un homme qui m'a beaucoup inspirée. Et ça l'a fait rougir. Hein? Ouais, ça se voit, l'émotion est là. Pourquoi c'était quelqu'un de la sagesse, incarnation de la sagesse. Mais c'est quoi la sagesse aujourd'hui? Un homme sage aujourd'hui fait quoi? Il est en tout cas, vivant? lui, comme on dit, il n'ouvrait pas sa bouche pour rien dire. Il est toujours vivant, non? Non. Non, d'accord. Donc il il pensait, il pesait ses mots? Oui. Et puis il inspirait en fait une prestance. Ouais, d'accord. Et il inspirait le respect, et en même temps quelqu'un de très sage, de très doux. Il était d'où en Espagne? De Murcia. C'est quoi? Dans le sud au sud de Valence, aux portes de l'Andalousie. Ok, muchas gracias. De nada. Et toi, l'homme? L'homme, eh bien, écoute, je parlais hier justement de mon oncle, malheureusement qui n'est plus avec nous, qui s'appelait Jean-Yves Dubois et qui était sociétaire de la Comédie Française, qui était un exceptionnel homme de scène et une personne que j'ai vue sur scène se transformer totalement et qui m'a bouleversée absolument au Théâtre National de Strasbourg. Je me souviens, j'avais 8 ans, où il jouait une pièce qui s'appelait Dionysos le Furieux et qui parle en fait d'un homme qui... Enfin, c'est un dieu qui devient homme et qui arrive sur Terre sous forme d'un sans-abri.
Et c'est 2 heures de scène seule. Oh. Et c'est d'une monumentalité exceptionnelle. Ça m'a bouleversée. Je crois que vraiment, c'est quelque chose que je garde en moi comme une encre par rapport à l'art, à la scène et à la vie, à une grande leçon de vie. Tu as dit son nom? Jean-Yves Dubois. Jean-Yves Dubois. Jean-Yves Dubois. Merci beaucoup. Le jingle, le mot de la femme. Alors, le mot de la femme, c'est le mot de la fin. Qu'est-ce qu'il faut? On a parlé de plein de choses. Il y a eu beaucoup de rythme, il y a eu aussi des textes. Qu'est-ce que tu voudrais dire, Anissa, pour conclure? Le mot de la fin, ce serait quoi? Comme l'émission s'appelle Femme, ce sera un message à toutes les femmes et un message d'amour, en tout cas, de leur dire de s'aimer et de croire en leurs projets. Aujourd'hui, tu travailles sur quoi, au niveau artistique ou Aujourd'hui, je me remets déjà du travail qui a été important sur la vidéo. Et je prends le temps, je vais reprendre des ateliers que je fais en nature, des ateliers de danse, des cours de danse que je donne en milieu ouvert qui me plaisent. Donc, je pense reprendre ça. Ok. Lola, le mot de la femme et des projets, tu travailles sur quoi? Donc juste sur le mot, effectivement, moi, je voudrais dire confiance, avoir confiance et se donner de l'élan, comme ça, c'est important en soi et pour les autres. Parce que finalement, les rêves ne sont pas inaccessibles. C'est important de le rappeler. Ça peut paraître un petit peu enfantin comme ça, mais c'est vrai, tu vois. Ou galvaudé, mais c'est vrai, les rêves ne sont pas inaccessibles. Donc la recette, c'est quoi? La méthode, c'est... Il n'y a pas de méthode à part le fait de croire fermement en ce qu'on fait et d'y aller. Et de croire sincèrement, parce que moi, je vais faire la différence. Oui, sincèrement. Tu peux te dire qu'il y a quelque chose qui est important, sincèrement, mais est-ce que c'est ça vraiment que tu veux? On est au début de l'année, on a des résolutions, mais est-ce que c'est vraiment ce que tu veux? Oui. Et c'est vrai, donc voilà. Ouais, y croire sincèrement, il y a un côté, quand on y croit sincèrement, et vraiment, ça se fait naturellement. Bon, évidemment, il faut se battre aussi souvent, mais il y a quelque chose de l'ordre de l'énergie vitale, et ça se fait ça vraiment. Se fait vraiment. Faye. Non, mais grave. Et après, qu'est-ce que je fais en ce moment? Je continue à travailler sur la tribu des Malfinis en Formula 3 sur scène, parce qu'initialement, on était 5. Et donc, on sera 3 avec Ven, le beatboxer, Christophe Césaire, mon compositeur, et moi. Là, on va travailler normalement à Saint-Joseph, et puis on aura une prestation normalement en février à Saint-Joseph. Et puis ensuite, on part en Côte d'Ivoire pour 2 représentations à Abidjan en avril, dans le cadre du MASA, c'est le marché des arts du spectacle d'Afrique de l'Ouest, le plus grand marché. On a été pris en sélection officielle et je suis très heureuse de ça, c'est exceptionnel. On représente la Martinique, on est le seul groupe artistique de Martinique dans cet énorme festival d'Afrique. Donc je suis très heureuse. Bravo. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Donc je rappelle, la tribu des Malfinis, on trouve en librairie? Oui, enfin c'est plus pratique quand même de me demander par Instagram, par Facebook. Voilà. Vous me demandez, puis je fais en sorte de vous le procurer. Voilà. Merci beaucoup Lola. Merci beaucoup Anissa. Merci d'être venue avec nous, parler de toutes ces belles choses et puis des choses aussi concrètes. On a parlé d'armes, on a parlé d'environnement. Merci à vous de nous avoir suivis, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices. Je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode de Femmes avec 2 femmes ou plus, tout aussi extraordinaires et inspirantes. Bye bye. Femme. 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 Femme.